Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et puis toujours avec nos 4 éditorialistes. Par ordre d'apparition à l'antenne, Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Nadir Djenad de Beurre FM, bonjour. Bonjour. Notre directeur de recherche au CNRS. Nous en avons un, nous, Dominique Volton, bonjour. Monsieur, bonjour. Et puis Éric Zemmour, journaliste, bonjour. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle où vous pouvez nous écrire pour nous donner vos remarques, vos disputes, vos questions. On essaiera d'y répondre le plus possible. Alors, c'est hebdofranço@rfo.fr, je vous le répète, hebdofranço@rfo.fr. On entre tout de suite avec la première actualité que nous voulons traiter, le Pakistan. Alors, l'état d'urgence décrété, nous venons de l'apprendre au moment où nous allons enregistrer cette émission, Benazir Bhutto, ex-premier ministre, qui était rentré dans son pays, qui a été assigné à résidence, des manifestations réprimées. Pervez Musharraf est en train de mettre les verrous sur le Pakistan. Alors, est-ce que c'est pas une situation un peu inquiétante, Nadir Djenad? Oui, effectivement, c'est une situation inquiétante pour la stabilité de cette région qui est déjà si fragile. Le président Musharraf a justifié ces mesures d'exception par la menace du terrorisme. Mais il y a, à mon avis, deux autres raisons essentielles qui tournent tous vers le même objectif, à savoir se maintenir au pouvoir. Ce coup de force vise tout d'abord à mater la Cour suprême. Pervez Musharraf était en conflit avec la Cour suprême depuis mars dernier. Voilà. Son juge devait valider ou invalider son élection. Voilà, exactement. Donc la Cour suprême risquait de ne pas valider la réélection de Pervez Musharraf. D'autre part, ce coup de force vise également, c'est un avertissement lancé à une frange de l'armée pakistanaise qui a toujours été hostile à l'alliance avec les États-Unis. Il faut savoir qu'au Pakistan, il y a donc un clivage très fort entre officiers pro-américains et officiers anti-américains. On dit même que certains islamistes sont parmi les services secrets. Voilà, effectivement. Donc les officiers anti-américains ont des sympathies donc pour les mouvements extrémistes qui se revendiquent de l'islam. Nous l'avons évoqué ici il y a quelques semaines. C'est vrai que le Pakistan a toujours eu une tolérance vis-à-vis du fondamentalisme, et certains officiers donc se portent garant de cette tolérance. J'aimerais ajouter qu'en 1977, un militaire, le général Zia, quand il renverse Ali Bhutto, le père de Benazir Bhutto, instaure tout de suite une islamisation de la société. Donc pour résumer, je dirais que c'est des mesures d'exception donc qui ont plusieurs objectifs, mais qui tournent tous vers un même but, à savoir donc se maintenir au pouvoir. Francis Laloupeau, il faut rappeler que le Pakistan, 160 millions d'habitants, et possède l'arme nucléaire. 165 millions d'habitants, avec l'arme nucléaire, effectivement. Alors, au fond, tout ça n'est pas étonnant. D'abord, il ne s'agit pas d'un état d'urgence en tant que tel, parce que l'état d'urgence, c'est une appellation, je dirais, un peu soft. C'est un euphémisme par rapport à la réalité. C'est l'instauration de la loi martiale aujourd'hui. Nous sommes dans un état d'exception. C'est-à-dire à partir du moment où on gèle la Constitution, on prend un certain nombre de mesures conservatoires et qu'on met en avant la primauté. La résidence, la première opposante du pays. Avec la primauté absolue donc de l'exécutif, c'est-à-dire du pouvoir présidentiel, on est dans un état d'exception. Donc le pays est de fait isolé, fermé par rapport au reste du monde. Mais nous avons simplement affaire à un retournement de situation. Là aussi, on ne peut pas éluder la responsabilité américaine. Parce que Musharraf est quand même l'homme des Américains. C'était au départ le moindre mal. Entre-temps, Benazir Bhutto était la pestiférée. Il reste quand même aussi, Madame Bhutto, il faut le dire, c'est pas non plus le combat de l'ange contre le démon, parce que Madame Bhutto est aussi quand même une personnalité assez trouble, assez sulfureuse, qui est quand même sous le coup de poursuites judiciaires en Suisse, notamment pour délinquance financière aggravée et corruption. Voilà. Donc, on a effectivement une situation extrêmement compliquée, et aujourd'hui, je crois que nous avons affaire simplement à un pays, parce que vous posez la question au départ de savoir si Musharraf était un dictateur ou pas. Je veux dire que est-ce que c'est un dictateur au fond? Quand on voit la situation du Pakistan, on se demande finalement est-ce que Musharraf peut faire autrement? Nous sommes quand même dans un pays qui est en état de guerre, larvé, et une fois de plus, ce qu'on appelle la communauté internationale, où les Américains en tête, ont mis en place des arrangements politiques absolument aléatoires. Hier, c'était Musharraf. Aujourd'hui, c'est Benazir Bhutto qui bénéficie d'une amnistie pour entrer dans le pays. Je ne pense pas que ce soit avec des arrangements aussi douteux qu'on peut régler une question de fond. Une question de fond dont la solution de la résolution ne peut venir que que de mesures endogènes et il faut le souhaiter, sans Musharraf et sans Benazir Bhutto. Alors, Dominique Volton, est-ce que vous connaissez une troisième personne, ou est-ce que quelqu'un connaît une troisième personne qui pourrait aujourd'hui incarner une
un espoir de démocratie, un espoir de stabilité pour ce Pakistan? Je ne vais pas jouer aux Américains à sortir de ma poche un troisième candidat, parce que ce qu'il vient de dire est absolument vrai. Bon, il faut, toujours une leçon de modestie, ce sont des situations extrêmement compliquées à comprendre, qui demandent de la profondeur historique, des connaissances sur le nationalisme, sur le rôle de l'armée, sur le rôle des religions, sur les dégâts de Est-Ouest, sur le fait qu'effectivement les Américains, alors que nous sommes dans un monde multilatéral aujourd'hui, ont tendance à penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est plus possible, d'autant que tout ça se fait aux yeux des caméras et des journalistes du monde entier, aspect positif pour la démocratie, que du coup, bon, mais n'empêche, on est dans une situation extrêmement compliquée et nous ne devons pas, nous les Occidentaux, plaquer immédiatement nos catégories en disant c'est une dictature. Oui, c'est effectivement une dictature, mais comme vous le dites très bien, il y a peut-être des moments... La liberté démocratique et la démocratie, c'est quand même une valeur universelle, Bien non? sûr. Les valeurs universelles de la démocratie, elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont réinscrites dans les contextes nationaux, culturels et religieux, et où les peuples se ressaisissent à leur manière. Donc, arrêtons de donner des leçons de ce qui se passe là comme ailleurs, d'autant que par ailleurs, comme on l'a dit, les Américains n'arrêtent pas de ne rien comprendre au reste du monde sur le plan culturel, et que les Européens n'ont pas d'autre position. Donc, oui, c'est compliqué, oui, il faut de la modestie, et donc, par conséquent, ne pas faire du plaquage, parce que le plaquage va nous revenir au boomerang. Et là, vous avez tout à fait raison. La démocratie ne viendra que sur le mode qui sera le leur, inventé par eux, dans la durée, les conflits. Comme nous avons nous avons mis 3 siècles à inventer un modèle démocratique qui ne marche que moyennement. Je trouve qu'on devrait quand même, vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine, de l'Afrique, avoir un tout petit peu plus de tolérance et d'intelligence et ne pas... L'expérience des autres peut peut-être servir. Non, par définition, parce que les cultures, les langues, les civilisations, les patrimoines ne sont pas les mêmes. Et donc, s'il faut 3 siècles, ni vous ni moi, on le verra. Non, une seconde. La communauté internationale a des règles démocratiques qu'elle essaie d'instaurer. Mais simultanément, elle reconnaît au travers de la diversité culturelle le fait que les peuples ont leur histoire, leurs valeurs. Il faut simplement qu'on arrive à combiner les deux. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut 3 siècles, il s'agit de dire d'arrêter de donner des leçons et surtout un peu de sortir d'une fausse vertu, parce que par derrière, Dominique, on tire plein de ficelles. On comprend. Voilà. Éric Zemmour, vous partagez cette idée que les États-Unis ont encore fait une erreur dans la région? Non. Non? Moi, je suis Musharraf était le bon cheval sur lequel il faut miser? Non, c'est ni une erreur, ni le bon cheval. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit ici. Allez jusqu'au bout, vous êtes assez d'accord avec Dominique Volton, pour une fois? Non, parce que j'allais dire Dominique Volton, mais quand j'allais dire avec Dominique Volton, je me suis dit, j'étais aussi d'accord avec ce que disait Francis. Donc, c'est les deux derniers qui ont parlé. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, le Pakistan... Non, parce que c'est les deux derniers, tu vas parler en premier. Donc, du coup, j'ai oublié. Il a fait Dominique, on laisse Éric Zemmour s'exprimer quand même. Il a fait un point d'histoire qui était très clair. Donc, j'ai été sage, j'ai interrompu personne. Continuez. Merci Éric Zemmour. Question suivante. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que, la particularité du Pakistan, c'est que c'est un pays qui a été fondé sur l'islam. Il faut jamais oublier ça, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de l'Inde sur la base de l'islam. Première chose. Les Britanniques ont organisé une guerre civile. Comme d'habitude, partout où passent les Anglais, il y a la guerre civile et il y a la division. Donc il y a un conflit entre les hindous. Ça c'est partout, pas partout. Ça c'est le côté, s'il vous plaît, ça c'est le côté napoléonien, perfide allemand, Éric Zemmour. On passe ça à perte et profit. On est d'accord. Allons à l'essentiel. Mais c'est l'essentiel. Oui. Non, mais on fera une émission sur l'Angleterre. On fera une émission sur la Grande-Bretagne. Il n'y a pas que... Non, mais c'est quand même les rois de diviser pour régner. D'autres aussi. Deuxièmement, donc c'est sur l'islam. Donc deuxièmement, il est très difficile à partir du moment où l'islam a une tradition de lien entre le sacré et le profane, l'État et le religieux, de voir émerger en terre d'islam et en particulier au Pakistan, une démocratie, et là je suis d'accord avec Volton, selon nos principes, puisque nous, à partir du protestantisme, etc., nous avons je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça ressemblera pas à la démocratie française, à la démocratie américaine. Mais on en est très loin, même d'une démocratie à la pakistanaise. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est pour répondre à votre question, ce n'est pas une erreur américaine, les Américains défendent leurs intérêts, comme ils croient devoir les défendre, ils mettent les gens là, qu'ils sont un rapport de force. Non, ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est que je pense que Musharraf retarde l'inéluctable. Et à mon sens, l'inéluctable, c'est la victoire des talibans. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, petit à petit,
Non mais, il me semble, je n'ai pas de certitude. On laisse parler Éric Zemmour. Non, on peut dire au moins une hypothèse. C'est ce que je dis, c'est une hypothèse sérieuse, dit-il. C'est une hypothèse qui me semble inéluctable, mais ça, je peux me tromper. Nadir Djenad, Et je pense que les islamistes, les talibans, sont en train de noyauter tout le pays, petit à petit de prendre le pays en main. C'est toujours pareil, ils sont gramsciens en fait, les islamistes. J'ai compris ça depuis quelque temps. Ils commencent par la culture, ils gagnent la société comme ça, et ils finissent par le pouvoir politique. Quand ils ont essayé de faire l'inverse, il y a 15 ans en Algérie, ils se sont plantés. Donc ils ont un comportement gramscien, et petit à petit, ils prennent... Alors, petite leçon d'histoire, Gramsci, était un marxiste italien qui a décrit en prison un certain nombre de modes de prise de pouvoir. mais c'est une image. Non, mais c'est pour tout le monde comprendre. C'est une image. Ce que je veux dire, c'est qu'on passe par la culture pour accéder au pouvoir politique. Voilà. D'accord. Alors, s'il vous plaît, Nadir Djenad. Oui, absolument. Mais ça, jusqu'ici, on avait un tour de parole. Il ne répondait pas tout le temps. Serein. Dominique Volton, sinon on va pas s'en sortir. Ah pardon, excusez-moi, mais parce que c'est important ce qu'il dit, il passe aussi par le social, et il a raison, mais ça, ce n'est pas le propre de l'islam. Dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la chrétienté, au Moyen-Âge, l'Église est aussi passée par le social pour le pouvoir. On comprend. Alors, Nadir Djenad qui clorera ce premier débat. Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que l'autorité de l'État au Pakistan, ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire. Hein. Ça a été dit. Donc, 160 millions d'habitants, des provinces morcelées des provinces tribales, ethniques, religieuses. Donc, c'est vrai que l'autorité de l'État n'arrive pas donc à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Par exemple, le Waziristan, qui est un État où le pouvoir central, je veux dire, il n'y a aucune décision concrète qui est appliquée dans cette province. Et on sait très bien que le Waziristan n'a jamais caché ses sympathies pour les talibans. Voilà. Alors on va conclure par une information qu'on vient de me donner. À l'heure où nous enregistrons, c'est vendredi, il vient d'avoir un attentat contre un ministre pakistanais. Il y a déjà 4 morts de dénombrés. Alors on va changer de continent. On va aller retrouver notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu aux États-Unis il y a quelques jours et qui a fait un discours qui, au-delà de la citation de Marilyn Monroe, John Wayne et que sais-je encore, de la symbolique, a quand même affiché une unité de vue avec George Bush sur 2 points au moins, l'Iran et justement le Pakistan. Est-ce qu'on peut parler d'une rupture diplomatique, Francis Taloupeau, puisque le mot de rupture va si bien à Nicolas Sarkozy? Une rupture avec le passé, c'est ça, avec le régime précédent. Certainement, je pense que, je veux dire, du point de vue des engagements, en tout cas, qui ont été pris, à travers ce discours, il y a certainement une rupture. Il y a certainement une rupture dans le style, surtout dans le style présidentiel. Parce que quand on a la presse... Pour la politique étrangère, pour le rapport avec les États-Unis. C'est ça la question. C'est ça la question. Si je peux me permettre. Non, mais parce que Francis peut finir. J'ai eu un doute sur ta réponse. C'était quoi votre question, Eric? Bon, moi je rappelle ma question. Y a-t-il rupture en matière diplomatique de la part de Nicolas Sarkozy? Ah bon, d'accord. Alors, on laisse Francis y répondre. S'il vous plaît. C'est quand même extraordinaire. Pardon. Non, mais la presse a beaucoup insisté sur le standing ovation pour du Congrès américain. Du Congrès américain dédié au président Sarkozy. Je pense qu'au fond, il y avait une rencontre très intéressante entre 2 chefs d'État. C'est le discours le plus américain qu'on puisse faire pour un président français. C'est un discours qui est basé sur le mode sentimental. Et quand vous répétez 1 million de fois dans un discours que vous aimez quelqu'un, il est normal qu'au bout du compte, il se lève pour vous embrasser. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. D'autant que dans le discours, il n'y avait nulle place pour la critique. Or, pourtant, il y a quand même des dossiers sur lesquels on pouvait, de manière très courtoise aussi, apporter des critiques amicales vis-à-vis des... mais là, vous rentrez déjà. Rupture ou pas rupture? Alors, il y a rupture, certainement, surtout sur le pari atlantiste du président Sarkozy. C'est quoi? Parce que c'est là que la chose se joue, essentiellement. Ça veut dire donc que ce discours engage désormais la France dans une reconstitution de l'Alliance Atlantique. La question de savoir, atlantiste, la question de savoir, à l'avenir, si ce pari sera tenu, et si justement la France est prête aujourd'hui à changer de cap radicalement, de temps en temps, en écoutant ce discours, en écoutant les engagements, en écoutant, je veux dire, les exaltations qu'on le ressentait dans ce face-à-face entre Bush et Sarkozy, je me disais quand même que le général de Gaulle devait de temps en temps se retourner dans sa tombe. Bon, Nadir Djenad, là, aux États-Unis, Bush a un surnom, comme tous les présidents en fin de mandat qui ont une majorité démocrate au Congrès. On appelle ça un canard boiteux. Alors, j'ai entendu vous demander, qu'est-ce que Sarkozy est allé faire en soutenant finalement, en s'affichant avec un canard boiteux qui, dans quelques mois,
on en est quasi persuadé, enfin, même plus que persuadé, puisqu'il ne pourra pas faire un troisième mandat de toute façon, ne sera plus au pouvoir. Oui, effectivement, mais Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu, est allé aux États-Unis pour sceller des retrouvailles entre la France et les États-Unis. Nicolas Sarkozy sait très bien qu'il reste une année de mandat pour George Bush, et il sait très bien surtout que c'est le président le plus impopulaire depuis Jimmy Carter en 1979. Donc je pense que Nicolas Sarkozy pose les jalons pour une relation future avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Du côté de George Bush, c'est clair que c'est pas la même situation. George Bush souhaite rebondir sur la scène internationale. Donc il lui reste une année de mandat. Il a pris certaines initiatives, dont une conférence de paix sur le Proche-Orient qui aura lieu à la fin du mois aux États-Unis. Mais George Bush recherche des alliés, en fait, des alliés européens. Il a perdu de précieux alliés, Tony Blair, José María Aznar et Silvio Berlusconi. Et je pense qu'il voit en Nicolas Sarkozy donc un nouvel allié européen. Alors, quelles répercussions cela pourrait avoir sur la situation française, cette nouvelle attitude vis-à-vis de l'Amérique, Dominique Volton? Bon, d'abord, l'alignement sur les Français vis-à-vis des États-Unis, à la fois ils aiment bien les Américains, et en même temps ils sont pratiquement jamais d'accord avec leur politique internationale. Donc, par conséquent, il y a un distinguo à faire. Et là, à partir du moment où le président Sarkozy franchit la ligne et fait un alignement complet, je ne suis pas persuadé que ça va être en écho avec l'attitude culturelle profonde qu'il y a en France. Et c'est pas un problème de clivage gauche-droite. Hein. Il y a C'est-à-dire que vous pensez que certains élus, même de droite, peuvent être froissés je pense que c'est tellement, ou ne pas partager ce point de vue. Ce qui a été dit, bien dit, c'est un tel alignement, il n'y a pas de critique, etc., qu'on dit finalement, et l'histoire culturelle, politique française, la mentalité. Bon. Oui, de Gaulle, voilà, on vient de parler Francis Lalupo. Mais de Gaulle, mais Chirac, je veux dire, il faut quand même se rappeler la position de Chirac pendant la guerre d'Irak, extrêmement courageuse, qui a consisté à dire c'est une erreur, plus les événements passent, plus la position de Chirac était évidemment juste, et d'un seul coup un président. Donc, et derrière l'affaire du rapport avec les États-Unis se joue d'ailleurs la question de la continuité entre un président et un autre. Autrement dit, un président peut toujours changer, mais il y a quand même toujours une continuité, une tradition. Et là, il y a vraiment une rupture. Voilà, et là, il y a une telle rupture que ça pose un problème vis-à-vis de la culture politique on a enfin française. trouvé la rupture. Oui, mais si je puis dire. Oui, mais là encore, l'effet boomerang peut être extrêmement violent sur Sarkozy parce on l'a pas élu pour ça, si je puis dire. Oui, on l'a pas élu pour ça. Donc par conséquent, il n'a quand même jamais caché ses sympathies. Bien sûr, mais des sympathies pour la politique américaine, même lorsqu'il était candidat. Mais à gauche, vous avez une partie de la gauche française qui est aussi sympathique à l'égard des États-Unis. Mais là, à ce point-là, ne pas tenir compte du contexte sur l'Irak, sur l'Iran, etc., ça pose problème. Sur les problèmes des droits de l'homme avec les prisons. Je veux simplement dire encore une chose, si vous voulez, c'est que vous êtes un allié qui est souvent bien plus entendu quand vous êtes indépendant et vous montez du caractère que quand vous êtes un allié. Ou un petit caniche, la question comme on qui se pose, Tony Blair. Et là on se pose, on a déjà vu l'affaire sur Blair, et je voudrais juste terminer sur le problème de l'Alliance Atlantique. En fait, on sait très bien depuis 40 ans, il y a deux solutions. Soit on fait une Alliance Atlantique contrôlée par les Américains et qui englobe l'Europe, soit l'Europe dans son émancipation économique, financière, industrielle, parce que nous sommes 490 millions et nous sommes la première puissance économique au monde. Nous arrivons à avoir un jour une capacité militaire autonome, et à ce moment-là, le monde occidental a deux pieds, l'Alliance et l'Europe. Et donc c'est vrai que l'enjeu politique qui se joue derrière Bush en fin de régime, c'est est-ce que Sarkozy, en faisant ça, permet progressivement la naissance d'une Europe politique, militaire, puissance occidentale non américaine, ou bien au contraire retarde encore ce niveau qui est quasiment inévitable. L'avenir nous le dira. Éric Zemmour, ensuite Nadir Djenad, qui encore une fois clôturera le débat, décidément. Alors, Éric Zemmour. Alors moi je voudrais nuancer. Sarkozy l'américain. Moi je voudrais nuancer la rupture parce que depuis le grand affrontement entre Chirac et Bush sur l'Irak, Chirac avait déjà donné beaucoup de signes de rapprochement et de convergence. Rapprochement critique. Oui. Non, de convergence sur le Liban, sur l'Afghanistan. L'Afghanistan où il y a des soldats français. Voilà. Dernières années, Bon. Donc là, manifestement, il y a une continuité, si j'ose dire, entre. La rupture est moins claire qu'il n'y paraît. Voilà. D'accord. Deuxièmement, elle est dans le style. Là, je suis d'accord avec ce qui s'est dit, évidemment, et évidemment, Sarkozy est fasciné par l'Amérique, fasciné par le modèle américain, par le rêve américain, que ne l'était pas du tout Jacques Chirac, qui disait que le libéralisme serait comme le communisme et qui finirait tragiquement. Donc là, évidemment, on a deux styles radicalement différents. Il me semble que la stratégie de Sarkozy est de devenir justement le Tony Blair de l'Amérique, c'est-à-dire l'enfant préféré. D'ailleurs, il y a une part, sans faire de psychanalyse à deux balles, il y a une part psychanalytique dans cette histoire, parce que lui-même n'était pas le fils préféré, et il se veut toujours le fils préféré. Je l'ai vu, moi, quand j'ai étudié avec Chirac. Non, mais c'est intéressant, psychologiquement, il y a toujours ces composantes-là. Et évidemment, il y a des
Je pense qu'il y a le syndrome anglo-irlandais, alors là, au-delà de la psychanalyse, qui est qu'il espère que les investissements américains viendront en masse en France et qui sera payé ainsi. Dernière chose que je voudrais dire, pour reprendre ce qu'a dit Dominique, très justement en disant il y a le choix, soit on est tous soumis à l'Amérique, soit il y a une politique, il y a une force européenne, une force européenne qui est un deuxième pilier. Ouais. D'abord, Dominique a raison, c'est une vieille histoire. Même le général de Gaulle avait proposé en 58 une triade France, Angleterre, États-Unis, et c'est parce que les États-Unis l'ont envoyé promener qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Chirac lui-même a tenté de rentrer dans l'Alliance Atlantique militaire, parce que il faut rappeler quand même un point d'histoire, on n'est jamais sorti de l'Alliance Atlantique. Bon, tout ça pour vous dire pourquoi je dis ça. Pour deux raisons, et je finis. Un, parce que les Américains ne veulent rien partager, et ils ne changeront jamais. Deux, et c'est là mon désaccord sans doute avec Dominique, c'est que les autres Européens n'ont que faire de notre demande de deuxième pilier. Ils ont choisi de sortir de l'histoire et de rentrer sous le giron américain tranquillement. Bon. Oui, attendez, ça, vous avez vu que Dominique Volton, attendez, on est presque à la fin de ce débat. Je remarque quand même, malgré tout, ce que vient de dire Éric Zemmour, c'est qu'entre les Américains, les Anglais et le reste des Européens, heureusement qu'il n'est pas ambassadeur, on serait fâchés avec tous. Bon, oui, enfin, alors, un mot de Dominique Volton, un mot de Francis Lapo et un mot de Nadir Djenad, mais vite, vite. Non, allez. Deux choses. La première, c'est que on fait pas de la politique en fonction du terrorisme, mais tout de même, c'est vrai qu'un alignement comme ça sur les États-Unis, ça peut poser des risques nationaux. Bon. Mais deuxièmement, la vraie question au-delà de ça, c'est que c'est vrai que le deuxième pilier occidental à côté des États-Unis, c'était pas jouable pendant 60 ans. Dans un monde multilatéral comme le nôtre, où il y a à la fois du capitalisme, où le capitalisme est de plus en plus présent, là, c'est une façon de répondre à mais de plus en plus critiqué, il est probable que si on veut sauver le modèle occidental, à condition que le modèle occidental lui-même fasse, il est possible que dans un deuxième temps, le fait d'avoir deux pieds qui représentent deux philosophies de l'histoire, de la politique, de la culture, soit peut-être une manière de se... Je suis pas sûr qu'Éric Zemmour soit en désaccord avec vous, parce que les autres en veulent pas. Voilà, Francis Lalupo. Oui, Éric avait raison déjà quand il disait qu'en fait, le but aussi, je pense que sous-jacent, c'est de créer un axe commercial et politique très fort. Le mot commercial et l'investissement. On a déjà beaucoup d'investissements. Oui, c'est ce que... Quitte à amoindrir la coopération avec d'autres parties du monde. Je crois que c'est un pari franco-américain qui est très fort. Autre chose, pari politique également. Mais c'est vrai que il faut quand même relever que l'absence de l'Irak dans le discours de Sarkozy est quand même, je dis, extrêmement grave, d'autant que aujourd'hui, quand on fait le bilan de l'aventure américaine en Irak, c'est quand même un bilan calamiteux. Et on ne pouvait pas faire un discours comme celui-là en occultant entièrement les positions antérieures de la France. Comme disait Dominique Volton, il y avait quand même à prendre en compte aussi la continuité de l'État, quitte à aller au-delà de cette continuité-là et apporter sa propre contribution à l'histoire. Alors, Nadir Djenad, pour conclure sur ce point. L'essentiel a été dit. Je dirais juste que c'est vrai qu'il y a aussi des divergences concernant l'environnement. Donc, les États-Unis n'ont toujours pas ratifié le protocole de Kyoto. Il y a aussi une concurrence en matière dans le domaine économique. Rappelez-vous le fiasco au Maroc quand les avions Rafale. Donc le Maroc a préféré des avions américains aux avions Rafale. Donc il y a vraiment une concurrence donc entre les deux pays sur le plan économique. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui sur ce point. Je voudrais qu'on aborde un peu le traité européen. Alors Bertolt Brecht l'avait déjà dit, quand le peuple vote mal, c'est difficile de changer de peuple. Ici en France. Faut dissoudre le peuple. Exactement. Voilà. Et Éric Zemmour, qui est toujours très sympathique, me vole mon lancement. Je disais donc que le peuple vote mal, alors c'est aux parlementaires de décider. Alors ce qui fait que comme plan B pour l'Europe, c'est un petit peu ahurissant, Dominique Volton, non ? Écoutez, moi je suis beaucoup plus optimiste que ça, parce que si je puis dire, quand on voit la longue histoire, le chemin parcouru par l'Europe, 6, 9, 12, 15, 25, 27, un jour 30, est tellement immense, tellement extraordinaire, en si peu de temps, avec, je le rappelle, 27 langues, 23 langues pour 27 pays, qu'il y a eu l'échec de la Constitution. L'important, c'est de faire repartir la machine avec un système de décision qui passe de l'unanimité à une majorité qualifiée. Attendez. Là, on sent qu'il y a un blocage parce que manifestement, c'est vrai que le traité a été c'est là pour aller vite, la logique technocratique a encore dominé dans la manière dont on a posé la question du traité. Et les peuples européens, pas celui-ci, le traité celui sur lequel les Français et les Néerlandais ont dit non. Parce que les Européens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut sortir de l'Europe technocratique pour arriver à l'Europe démocratique. Mais en tout cas, ça a bloqué, et à mon avis, c'était un bon signe politique. Là, ils veulent en sortir à minima, et moi je les comprends parce qu'il faut faire partir la machine. Et ils disent, après tout, on va essayer de passer à minima par des congrès, dans les différents pays.
mais ça ne fait que reposer la question qui sera de toute façon à résoudre, c'est comment va-t-on passer d'une Europe technocratique qui a fait des choses extraordinaires pendant 50 ans à l'obligation d'une Europe démocratique qui va devoir tenir compte bien plus des nations, des identités, de la culture et de la politique. Donc si je puis dire, on y va à l'économie. La question de Jean-Marc, c'est de savoir le mot d'adoption de ce traité. Je pense que c'est le mot d'adoption. Parce que là, vous noyez un peu le Pas du tout. Mais attendez, il y a toujours deux manières de ratifier un traité. Mais fallait-il revenir devant le peuple ou faut-il laisser à nos sages parlementaires? Mais je viens de donner la réponse. Les parlementaires sont pas plus idiots que les citoyens. Hein. Ils sont au courant des rapports de force. Dominique, vous qui êtes l'apôtre assidu de la démocratie, c'est quand même étonnant. Mais attends, non. Une fois, non, je veux dire pourquoi. Vous passez du peuple tout d'un coup. Non. Non, parce que d'abord, les parlements en Europe sont quand même élus démocratiquement. C'est quand même la seule endroit Dominique, est-ce que je peux rappeler que selon les sondages ne valent qu'est-ce qu'ils valent, mais selon les sondages, 80% des parlementaires étaient pour le traité européen avant que le référendum n'ait lieu. Bien sûr. Mais attendez, on est sur un clivage classique entre technocratie, classe politique et le peuple. Alors, répondez clairement à la question, dirait Francis Taloupeau. Fallait-il consulter de nouveau le peuple? Mais je nécessite de répondre. Le problème, c'est que comme je n'ai pas répondu, je répète, il y a eu un clivage, on l'a vu dans le dernier référendum, entre la classe politique, la classe technocratique et le reste des peuples. Voilà. Deux pays ont voté non. Là, je pense que pour relancer à minima la machine, on passe par là. Tout le monde sait très bien que c'est une étape pour que ce soit plus efficace. Moi, ça ne me choque pas que ce soit les parlements qui votent là. La vraie question, c'est que si on s'imagine que par les parlements, on va repousser à plus tard ou éliminer la vraie question politique, c'est comment rendre populaire et vraiment démocratique l'Europe, là on se trompera. Et de toute façon, je rajoute qu'en 50 ans, le chemin est tellement extraordinairement rapide que là, on a une solution intermédiaire qui nous permet de relancer l'affaire 2 ans après. On l'apprend, on verra. De temps en temps, c'est très bien parce que Francis Taloupeau d'abord et ensuite Éric Zemmour. Je vais juste résumer la pensée de Dominique Volton, qui nous apprend quand même pour une fois que de temps en temps, dans l'histoire, a choisi entre l'efficacité et la démocratie, il vaut mieux l'efficacité. Mais elle est démocratique, l'efficacité. Alors, Éric Zemmour, je vais rebondir sur ce que dit Francis Taloupeau. Les parlementaires, le Congrès ou le peuple français. Cela étant dit, même si c'est les parlementaires, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que ça garde un caractère démocratique. Bien sûr, quand même. Exagéré. Enfin, en Europe, mais il y a quand même une vraie question. Le référendum a donné une majorité au non, et on a un peu l'impression que ce qui a été chassé à grands coups de pied par la porte nous rentre par la fenêtre. D'abord, il faut dire que ce qui revient est quasiment le même texte. À 95%, c'est l'auteur lui-même du texte, Valéry Giscard d'Estaing, qui le dit. Pas dans le changement, oui, ça c'est clair. La place de la Charte des droits fondamentaux n'est pas exactement le même endroit. Non, pas bon. 95%. 95%. Mais c'est fondamental, la Charte des droits. Allons, laissons Éric s'exprimer. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, s'il vous plaît. Éric. Pas ça. Non, mais, Éric, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les élèves indisciplinés. Allez. Deuxièmement, il n'y a pas de passage de l'Europe technocratique à l'Europe démocratique, parce que moi je crois que simplement l'Europe retourne à son mode de gestion normal, parce que je pense que le projet européen des Jean Monnet est un projet technocratique, oligarchique, synarchique même je dirais, qui se fait contre les volontés populaires et nationales, parce que les volontés nationales et populaires, c'est la même chose. Et donc, il faut éliminer ça, parce que pour les pères de l'Europe, le peuple et la nation, c'est la guerre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc... donc, on a peur du peuple. Exactement. Finalement. On se méfie. Exactement. C'est votre analyse. Et absolument. C'est votre analyse. Et donc là, on revient aux origines classiques de l'Europe, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a arraché des pans de pouvoir à la représentation populaire. La monnaie, c'est Trichet qui la gouverne. Les droits, c'est la Cour de justice qui décide toujours vers toujours plus de marché et de supranationalité. Et la Commission de Bruxelles qui oriente le tout. Donc en fait, anti-européen classique. Non, pas du tout. C'est la vérité. On le laisse terminer vite. Dans ce traité-là, on ajoute 40 matières qui deviennent communautarisées, donc qui sont dirigées par la Commission et dominées par la Cour de justice. On en revient à la phrase de Philippe Séguin. Absolument. Et donc c'est tout à fait... Les États nationaux nous vendent en détail ce que l'Europe nous livre en gros. La droite et la gauche, pardonnez-moi, c'est important pour votre question sur le Parlement. C'est la droite et la gauche nous vendent au détail ce que l'Europe nous vend en gros, et c'est pour ça qu'on choisit le Parlement, parce que le Parlement, évidemment... Oui, alors, Éric Zemmour dit finalement, il y a une... Attendez, s'il vous plaît. Éric Zemmour dit, il y a une cohérence entre le mode de réponse... Attendez, je voudrais que Francis Taloupeau s'exprime, Dominique. Non, mais en fait, moi j'écoute mes voisins avec beaucoup d'intérêt. C'est que quand j'entends Éric
parler ici, j'ai l'impression que c'est vraiment l'architecture verbale du discours européen, anti-européen classique. Alors, la question de savoir, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, je veux dire, d'apporter une critique comme celle-là. Plan B ou pas plan B? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on vote ce traité? Enfin, est-ce qu'on laisse le Parlement voter ce traité pour que l'Europe puisse avancer ou non? Puisque la question du référendum est exclue. Francis Taloupeau, vous, votre opinion, c'est que il devrait y avoir mon opinion fondamentalement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du peuple et qu'il faut repartir devant le peuple. Alors, j'ai une question à poser à Dominique Volton très rapide. Ségolène Royal, lors des élections, s'il vous plaît, Ségolène Royal, lors des élections, avait promis qu'il y aurait un nouveau référendum sur la question européenne. Et le Parti socialiste vient de décider de voter oui au Congrès. Oui, deux choses. La politique, c'est à la fois de la continuité des valeurs et c'est aussi une capacité d'adaptation au contexte. Faut quand même pas. Bon. Donc, non, d'une part. D'autre part, appelez ça plan B. En une phrase, vous venez de dire que tout est possible et son inverse aussi. Non, je vous ai dit que adaptation au contexte. J'ai dit 3 mots. J'ai dit c'est des valeurs, c'est de la continuité et c'est de l'adaptation. Valeurs, c'est la continuité. Continuité, c'est la continuité et l'adaptation au contexte. Écoutez, l'intelligence de la politique, c'est quand même les circonstances changent. Il faut trancher. Première chose. Je crois qu'il faut pas absolument pas appeler ça. Écoutez, si vous voulez. Hein. C'est pas la girouette, c'est le vent qui fait tourner. D'autre part, je pense que nous ne sommes pas qualifiés ici et personne pour appeler ça un plan B. Bon, c'est pas vrai. Troisièmement, je pense que le contexte a changé, c'est-à-dire qu'entre un modèle technocratique, Dieu sait, moi j'ai fait un livre après Brest-Maastricht qui était un cri en 93 en disant attention, on va mourir si on continue une Europe technocratique. On en a vu les résultats parce qu'effectivement on a continué l'Europe technocratique. Ce qui vient de se passer en 10 ans, il y a quand même une prise de conscience du technocratisme de l'Europe. Les technocrates ne l'ont évidemment pas compris dans l'échec des référendums. Ils peuvent peut-être s'imaginer qu'ils vont s'en sortir encore là, mais s'ils n'entendent pas la loi de l'histoire, ça va venir. Finalement, vous n'êtes pas si loin de la position. Non, attendez, troisième chose que je veux dire qui est la plus importante, c'est qu'il y a un changement radical entre cette mouture et la mouture précédente, c'est que le Parlement se trouve avec des pouvoirs renforcés. Or, il se trouve qu'en Europe, attendez, voyez, votre souris est tragique. Il y a une méprise en Europe. La démocratie, elle commence par le rôle du Parlement, quelles que soient les modalités. Et ce Parlement, et moi, il me fascine. Pourquoi? Parce qu'il est avec 27 pays, avec 23 langues, et il y a une intelligence politique qui s'invente depuis 20 ans dans ce Parlement, qui n'intéresse aucun des États-nations. Et donc j'ai envie de dire, la démocratie européenne, elle fonctionnera par plein d'aspects, mais au moins par une prise en compte. Un mot de Francis Taloupeau, et je poserai une dernière question à Nadia Génat. Juste concerné un peu. Écoutez, moi je suis pas contre, je veux dire, la construction d'une Europe politique. Il y a urgence même. Il y a urgence, mais c'est vrai que, au fond, le danger de ne pas porter ce traité, une fois de plus, devant le peuple, à travers un référendum, le danger par rapport au futur, c'est justement d'alimenter des discours anti-européens, de plus en plus de conforter une frange de la population, en France notamment, qui est anti-européenne. À force de présenter un visage technocratique de l'Europe, on finit par dégoûter les gens. Elle a été exclue du jeu, qu'on n'a pas demandé son avis. Mais Éric Zemmour dit qu'ils ne feront pas autrement parce que c'est leur vocation. Attendez, on s'en sortira pas aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est leur ADN. C'est leur ADN politique. C'est une Europe à ma sorcière. S'il vous plaît. On s'en sortira pas aujourd'hui. Simplement, moi j'ai une dernière question à poser à Nadia Génat. Quand même, il y a quand même une chose qui est apparue aussi au travers de cette affaire, même si c'est l'autre bout de la lorgnette et qu'il est plus petit, c'est que il y a déjà des élus socialistes, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qui ont dit qu'ils ne suivraient pas la consigne du Parti socialiste. Il y a Benoît Hamon qui était responsable du projet européen, qui a même démissionné. Donc finalement, est-ce qu'au sein du PS, Nadir, la vraie fracture, c'est pas l'enjeu européen, l'enjeu de l'Union européenne? C'est pas bon, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et c'est vrai qu'on assiste vraiment à ce clivage entre partisans de l'Union européenne et opposants. Mais rappelez-vous, en 92 déjà, lors des discussions autour de la ratification du traité de Maastricht, la gauche était fortement divisée, le Parti socialiste, enfin le Parti communiste, la droite aussi, mais le Parti socialiste, je dirais qu'au sein de la gauche, il y a toujours eu un mouvement, en fait, un courant historique méfiant vis-à-vis de l'Europe, au sujet de la souveraineté nationale, mais aussi au sujet du domaine économique et social. Voilà. Stop, s'il vous plaît. On s'arrête là sur ce terrain parce que sinon on s'en sortira pas. On va venir dans l'Hexagone. On va venir à un rapport de la Cour des comptes. Alors, opacité des décisions, retard de paiement des associations de terrain, qu'est-ce que j'ai noté encore? Lenteur administrative en tout genre. La Cour des comptes n'y est pas allée de main morte pour juger le rôle de l'État quant à sa politique de la ville dans les quartiers dits difficiles. Alors, 2 ans après les événements de novembre 2005, ça c'est un peu effarant ça, Éric Zemmour, de voir que rien de sérieux n'a été fait au dire de la Cour des comptes. Ça va pas là vous étonner? Non, ça m'étonne pas. Moi, je pense depuis longtemps que ce qu'on appelle la politique de la ville
est un poteau noir où on met des fortunes pour acheter une paix sociale qui est exactement. Je pense que ça ne sert pas à grand chose. On s'obstine à penser que la question est urbanistique, depuis Rocard, depuis 88. On pense qu'en réparant les cages d'escalier, on va tout faire. Moi, je pense que le problème est bien plus profond. Le problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en deux mots? Le problème c'est la rencontre, si vous voulez, entre une immigration, un pays qui renonce à son domaine, à son projet assimilationniste, et une mondialisation qui prive. Est-ce que vous identifiez quartier difficile et migration? Attendez. Non, il y a des quartiers difficiles, par exemple, dans le nord ou dans l'est de la France, où il n'y a pas beaucoup d'immigration. Alors, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. À Douai, oui, ça fait assez longtemps que je suis pas allé. Mais vous non plus. Monsieur Éric Zemmour, je pense pas que vous connaissez la totalité des... Je connais pas la totalité de la France, mais grâce à mon les banlieues métier, non plus. C'est pas vrai. Au Figaro, je pense pas qu'on écume les banlieues au Figaro comme terrain. C'est pas vrai. D'abord, moi, je suis né en banlieue, c'est pas votre cas. Arrêtez ce genre d'attaque ad hominem, parce que ça sert vraiment à rien. Et alors, justement, ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Rapidement, Eric, que sur le projet assimilationniste, c'est quand même intéressant. On en revient. Attendez, on va laisser finir. Éric Zemmour nous dit que le problème des banlieues est lié à l'immigration. Ah bah évidemment, c'est une évidence. Laissez-le affirmer ce qu'il a affirmé. C'est évident qu'il y a un lien. On le laisse. On lui répondra ensuite. Attends, mais ce lien, il est évident. C'est que la population qui est en banlieue, c'est la population qui est à 80% immigrée, surtout de plus en plus. C'est d'ailleurs un des problèmes. Mais justement, c'est qu'il y a une. On les a pas. Les ont placés là, quand même. Dans toute l'histoire de l'immigration depuis 150 ans, les gens se retrouvent entre eux quand ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est humain. Ah bon? C'est-à-dire que c'est pas le fait que, par exemple, les immigrés qui veulent aller à Neuilly, ils ont de quoi se loger? Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Quand Nadir Djenad vous dit qu'on les a regroupés. Mais non, on les a pas regroupés. Mais non, les gens veulent se regrouper. Le problème, mais si, vous connaissez beaucoup de gens qui ont invité à citer à Saint-Denis. Oui, c'est mieux que là où ils habitent. C'est mieux que là pour la Reine ou que Boulevard Henri IV. C'est mieux que là d'où ils viennent. Premièrement. Alors on laisse finir. Après Dominique Volton. Mais non, mais deuxièmement. Dominique Volton. Le problème, c'est que avant, il y avait les populations s'inséraient dans un tissu, ils rejoignaient leurs anciens compatriotes, mais ils s'inséraient dans un tissu où il y avait des Français plus anciens. Tandis que là, les Français plus anciens sont partis pour des raisons multiples de délinquance, de niveau de scolaire qui s'effondre, etc. Bon, on comprend bien. Oui. Enfin, il faut deux choses. Donc pas de politique de la ville possible. Il faut laisser ces gens-là vivre entre eux. Non, j'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Je dis qu'il faut poser la question autrement. Que le problème n'est pas dans les cages d'escalier. C'est tout ce que j'ai dit. Alors, Dominique Volton. Premièrement, quand on voit l'état des cages d'escalier, c'est formidable quand on peut les repeindre, que les ascenseurs marchent et que c'est propre. Les conditions de salubrité, c'est la première condition. Les gens les dégradent. La première condition d'animité de l'homme, c'est que les lieux soient propres, etc. D'une part. D'autre part, oui, bien sûr, il y a toujours eu des politiques de fixation et de ghetto. Il suffit pour ça, il faut absolument aller voir la cité de l'immigration, la Porte Dorée, parce que ce musée... par Jacques Tougon. Oui, parce que cette cité est extraordinaire, parce qu'elle montre que la France, c'est qu'une vague d'immigration successive qui vient, et donc par conséquent, avec toutes les inégalités, mais avec cette capacité du creuset. Le problème, c'est que le creuset d'intégration, et non pas d'assimilation, marche moins aujourd'hui. Et l'intéressant, pour le monde ouvert dans lequel nous sommes, c'est qu'on ne peut plus avoir un modèle républicain intégratif tel qu'il a fonctionné en gros de 1880 à 1960. Qui s'appelait l'assimilation, Dominique. Parce que nous sommes maintenant... Ça s'est toujours appelé l'assimilation. C'est la Troisième République. Est-ce que l'assimilation, c'est la Troisième République. Je suis désolé. Je peux simplement finir. Non, mais je ne céderai pas là-dessus. Eric, je vais remettre un petit peu d'ordre en disant qu'il y a deux mots, justement, je fais exprès d'employer ce mot. Il y a deux mots que l'on emploie qui signifient la même chose, mais qui ont l'un un caractère péjoratif, c'est assimilation. Ça ne signifie pas la même chose. Éric Zemmour, laissez-moi finir. Qui ont un caractère péjoratif pour un certain nombre de gens. Non, pas pour moi. Ce que n'a pas le mot intégration, mais je pense que sur le concept, c'est le même. Alors, on laisse Dominique Volton terminer. Les mots sont très importants. Mais vous n'arrêtez pas sur ce sujet. Vite, parce que là, on est en train de déborder. On parlait de la Cour des comptes et de la politique de la ville. On parlait de l'échec de la politique des banlieues. On vient d'entendre. Mais laissez-le dire ce qu'il pense et puis... Dominique Volton vient de dire c'est l'échec. C'est un échec, la politique des banlieues. Le modèle républicain
est un modèle d'intégration et pas d'assimilation, mais c'est pas ça que je veux dire, moi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que nous avons des sociétés multiculturelles. La France, comme la plupart des pays européens. Et au lieu que les classes politiques, les élites, aient dit, mais finalement, c'est une chance d'être multiculturel, parce que chacun veut garder son identité. Ils le sentent comme une menace. Voilà, on le sent comme, donc on ne pourra s'en sortir dans les banlieues qu'en faisant deux choses, en faisant marcher l'ascenseur social qu'on ne fait plus marcher, en réduisant naturellement le racisme, en ouvrant dans une perspective d'ouverture, de telle sorte qu'on dise, cette société multiculturelle française, c'est une force pour l'avenir, parce que dans les sociétés ouvertes de demain, les pays qui s'en sortiront, ce sont ceux qui seront de toutes les couleurs. Nous avons la chance de l'être, nous ne sommes pas capables de le gérer. Voilà. Et dernière chose, en politique, on peut changer des choses. En 2 ans, on aurait dû changer des choses. Bon. Et on est sur un échec droite-gauche. Il faut valoriser ce qui se passe à droite et à gauche dans les banlieues. Il faut ouvrir le pays. La France n'est pas un pays blanc. Il est un pays black-blanc-beurre, et c'est sa force. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne sortira pas des banlieues. Nadir Djenad. Oui, Éric Zemmour, je voulais vous dire que c'est en fait, concernant cette question, c'est une vision simpliste un petit peu des banlieues et de la situation dans les banlieues. Pourquoi la situation est grave dans les banlieues? C'est que ce sont des quartiers où il y a un fort taux de chômage, donc un problème de logement, des problèmes de discrimination, les populations d'origine immigrée, donc africaines, rencontrent des problèmes de discrimination. C'est les quartiers laissés pour compte. Voilà, exactement. Les quartiers laissés pour compte. Très souvent. Et ces personnes n'ont pas choisi d'habiter là. Voilà. C'est là où les loyers sont moins chers. Ah oui, évidemment, mais ça a toujours existé. Mais la politique des ghettos, elle est... On ne recommence pas un débat désordonné. On laisse la parole à Francis Taloupeau qui va clore sur ce point, parce qu'à chaque fois qu'on discute de cette question, on a tendance à se passionner, ce qui est très bien. Non, mais je veux dire, au fond, ces quartiers sont dégradés au fur et à mesure que les conditions sociales et économiques sont dégradées en France pour une certaine catégorie de la population. C'est-à-dire qu'en fait, la promotion des classes moyennes a paupérisé par ailleurs certaines franges de la population. Ce qu'on appelait à un moment donné la classe ouvrière, par exemple, qui à un moment donné a pu accéder à certains conforts. Au bout d'un moment, cette classe ouvrière, bon nombre d'ouvriers se sont retrouvés au chômage prolongé. Hein. Et derrière, sont arrivés des jeunes qui ont vu leurs parents au chômage et qui ont aussi une difficulté à s'insérer dans la vie active. Je crois que c'est d'abord cette crise longue qui dure depuis les années 70, à laquelle on a du mal à apporter des remèdes essentiels, profondes, à laquelle on apporte des colmatages occasionnels en faisant la promotion justement de plus en plus forte d'une certaine classe moyenne et en faisant la promotion aussi de quelques boursicoteurs. Et que c'est ça qui a, de certaine façon, un peu, disons, créé ces quartiers dont nous parlons. Mais je voulais dire à Éric Zemmour que dans ces quartiers, il n'y a pas que des immigrés. Il y a des Français qui ont les mêmes difficultés que les immigrés. Oui, je crois qu'il faut sortir des clivages. Non, il y en a moins, mais il y a des Français aussi qui partagent, qui ont d'ailleurs envie de rester dans ces quartiers-là, qui n'ont pas forcément envie d'en partir. Hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de partir. Bon, alors ceux qui accèdent au pavillon, évidemment, n'ont pas envie de vivre à côté de gens défavorisés. Alors, je pense que pour terminer, parce que c'est un débat, évidemment, on peut pas régler ça en 5 minutes. C'est vrai que les mots sont importants. Les mots sont importants. Vous disiez tout à l'heure que dire assimilation et intégration, cela signifie la même chose. Non. C'est que l'un était péjoratif pour non, pas forcément. C'est-à-dire que l'assimilation, c'était un projet qu'on a davantage entendu dans les colonies françaises pendant la colonisation, lendemain des colonisations. C'est la raison pour laquelle je parlais. C'est un mot qui est associé quand même à des périodes historiques données, à des projets de société donnés, périmés, qui ont vécu. L'intégration, c'est le projet républicain français, mais c'est vrai que cette intégration peut être interprétée de plusieurs façons. L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est la reconnaissance de la diversité culturelle en France, dans une France qui n'est pas comme disait Dominique Volton, blanc, mais c'est une France multiculturelle, où chacun s'insère dans un modèle français, parce qu'il n'y a pas de modèle dominant français. Mais il y a au moins... vous allez voir que... Je vais vous mettre d'accord, s'il vous plaît. Ce modèle dominant auquel vous pensez est un modèle absolument improbable. Mais c'est vrai que parfois, derrière le mot intégration, se cache pour un certain nombre de personnes l'arrière-pensée de l'assimilation. Mais oui, parce que c'est le modèle. L'assimilation est un leurre. Non. Jamais nulle part. On arrête là, s'il vous plaît. On comprend bien. On me laisse, s'il vous plaît. On comprend bien il faudra rediscuter d'assimilation et d'intégration parce qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, mais vous allez voir qu'on ne le quitte pas totalement et complètement. Et vous allez voir pourquoi on ne le quitte pas totalement et complètement ce débat. Le budget de l'Outre-mer vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale, avec entre autres priorités l'emploi, la sécurité, le développement économique, mais aussi une lutte accrue contre l'immigration clandestine, notamment à Mayotte et en Guyane. Alors, j'ai envie de demander à Dominique Volton, qui s'intéresse depuis longtemps à l'Outre-mer, qui va nous faire une réponse brève, s'il vous plaît. Quel avenir se dessine pour l'Outre-mer avec ses priorités budgétaires? Oh, écoutez, la réponse est simple. Si la France métropolitaine n'est pas capable de comprendre la richesse des Outre-mer pour l'identité culturelle française au sens large, c'est fini à terme.
d'une part. Donc, autrement dit, il y a quand même un défaut en France hexagonale. On n'arrive pas à valoriser suffisamment ce qu'apportent politiquement, culturellement les Outre-mer. Et j'en prends un exemple tout simple. Dans toutes les télévisions du service public, vous n'avez toujours pas la météo tous les jours qui fait l'ensemble des Outre-mer. Le jour où vous l'avez sur TF1, bien sûr. Et ça fait des années qu'en tant qu'administrateur de France Télévisions, je dis la moindre des choses serait qu'il n'y ait pas seulement la Corse et l'Hexagone, mais l'ensemble des Outre-mer. C'est un bon exemple. 10 collectivités territoriales sur les 5 Pacifiques. C'est une richesse énorme. Et en retour, parce qu'il y a des droits et des devoirs dans un pays, si les ultramarins comprennent qu'ils ont enfin leur place, là, il faut leur demander des devoirs, à eux aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer la métropole, il faut aussi qu'ils soient capables de travailler, etc. Sur l'immigration, ça c'est assez grave, parce que je connais assez bien la situation de la Guyane et de Mayotte, et si vous voulez, la grandeur de la France se joue là, c'est-à-dire que c'est normal qu'étant des territoires riches, Mayotte et la Guyane attirent. Et c'est normal aussi que nous ayons une gestion de politique de l'immigration. Mais en même temps, sur place, si nous ne faisons pas attention, nous sommes capables d'être exactement à l'envers de l'ensemble de nos valeurs. Quand vous allez en Guyane, le préfet ou le sous-préfet vous montre qu'il y a énormément d'argent qui est investi dans les écoles et dans les équipements sanitaires. Évidemment, c'est inévitable. Et par définition, il y a un flux d'immigration. Quand vous allez à Mayotte, c'est la même chose par rapport au reste de la Comorien. Et donc la France est obligée naturellement de faire attention, mais de grâce, ne transformons pas nos outre-mer comme des systèmes de prison, comme des systèmes d'exclusion. Parce que là, nous allons fabriquer du racisme à l'envers pour tous les pays qui sont autour de ces outre-mer, qui sont moins riches que les nôtres, et qui du coup diront, mais quelle solidarité humaine, quelle solidarité... Donc les outre-mer, pour moi, c'est une école de la France multiculturelle et de l'avenir de la démocratie. Voilà. Moi j'ai bien compris. Mais Éric Zemmour, là, justement, finalement, vous assimilez, vous intégrez, vous faites quoi avec les populations d'outre-mer, vis-à-vis du modèle français dont vous parliez tout à l'heure? Moi je suis pour le multiethnique, pas pour le multiculturel. Ouais. C'est clair. Je pense qu'il y a un modèle dominant et qui doit s'imposer. C'est tout. Et que donc le modèle dominant, c'est la culture française. Alors, aux Martiniquais, aux Polynésiens, mais les Martiniquais, ils sont français depuis 3 siècles, ils sont français. Enfin, ils parlent par exemple le créole. Mais non, mais ils écrivent le créole, c'est rien, ça, il y a le français, c'est tout. Il y a la langue française. Et vous savez que le créole a été une option au baccalauréat, quand même. Oui, je suis pas favorable à ça. Je sais quand même extraordinaire. Mais non, mais attendez, j'ai le droit d'avoir une opinion. Bien sûr, mais et deuxièmement, je dirais que Volton a très bien posé le problème, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on parlait d'immigration, mais là, dans les territoires d'outre-mer, en particulier à Mayotte et tout ça, c'est une immigration folle. C'est-à-dire, je crois que 80%. Pas folle, non. Comment on appelle alors le fait que, si j'ai bien lu, 80% des enfants qui naissent aujourd'hui à Mayotte sont des enfants étrangers, nés de parents étrangers. 80%. Mais de Mayotte. Mais non. Attendez, moi franchement, je pense que j'étais plus que toi à Mayotte. Je suis d'accord. Mayotte fait partie des Comores. Il faut voir. Mayotte fait partie des Comores, et donc parce que Mayotte a choisi de rester français. Et c'est normal qu'il y ait une solidarité évidente entre les Comoriens entre eux. Il faut savoir que les Mahorais sont Comoriens. Bien sûr, ils sont Comoriens français, mais Comoriens aussi. Et donc par conséquent, ce qu'il faut réussir, si nous voulons éviter une lutte anticoloniale contre la France, il faut absolument ne pas sortir Mayotte de son contexte. C'est dans l'espace du canal de Mozambique. Ce que vous dites en fait, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre l'aspirateur que joue Mayotte vis-à-vis des Comoriens pauvres et la possibilité de supporter ce plan. Assurer un développement économique et culturel, pas seulement sur Mayotte, mais sur toute la zone. Si vous voulez, les Outre-mer ne valent à terme que si on est capable d'ouvrir une zone de coopération économique, éducative sur l'ensemble. Je prends un exemple. Sur l'océan Indien, la Réunion ne peut exister que si elle est capable d'être coopérative avec Madagascar qui est indépendant, ou avec Maurice, ou avec Mayotte, etc., etc. Autrement dit, les Outre-mer ne valent que s'ils sont capables, eux, d'être reconnus par la métropole et à ce moment-là de jouer leur rôle, parce qu'ils sont plus riches que les autres territoires. Attendez, moi je voudrais... Un mot simplement, parce que dans la mondialisation, c'est à la fois un atout et un problème, parce qu'on a bien compris que les investissements... Non, c'est aussi un problème, puisque les investissements vont aux plus pauvres pour gagner plus d'argent. Et donc les territoires français sont à la fois au milieu de gens très pauvres et en même temps trop riches pour attirer les investissements internationaux. Ça, c'est un raisonnement économique qui est partagé par certaines personnes outre-mer. Attendez. Je voudrais qu'on avance un peu, il nous reste 3 minutes d'émission. Alors, sur les 3 minutes, moi j'ai un peu envie de vous poser une question plus actualisée, parce que là, on débat des grandes idées sur l'outre-mer, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais d'abord vous demander une chose toute simple. Est-ce que depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, il va faire un conseil interministériel consacré à l'outre-mer, il en voulait depuis longtemps, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de ton, un changement d'attitude de l'exécutif vis-à-vis des départements et territoires d'outre-mer? Francis Taloupeau. Non. Il n'y a pas de rupture là par contre. Non, s'il devrait en avoir une, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de signe particulier dans ce sens-là. Au moins de ce point de vue, il y a une continuité. Non. Alors, moi j'ai un peu envie de poser une question à Nadir aussi. Il y a Christian Estrosi qui était en Polynésie il y a quelques jours et qui
lui, a opéré au moins un changement de ton, puisqu'il a parlé, il a évoqué, je cite, des oubliés de la République, et il a promis des expertises et diagnostics pour les populations polynésiennes qui ont pu être touchées par les essais nucléaires jusqu'en 1996. Chose que jusqu'ici, personne n'acceptait de reconnaître clairement. Alors les déclarations de Christian Estrosi sont importantes. C'est vrai, ce serait bien que l'État reconnaisse ses responsabilités. Il faut savoir que de 1975 à 1996, la France a réalisé 146 essais nucléaires souterrains en Polynésie. Il y a eu, je crois, aussi un rapport d'une commission d'enquête en février 2006 qui montrait que des essais nucléaires réalisés en 1966 et 1967 dans la région ont provoqué des radiations donc en Polynésie. Il y a des médecins militaires, des militaires qui ont déjà gagné certains procès. Dominique Volton. Deux choses là-dessus. Pour l'agence de Vienne qui observe la dénucléarisation, il faut rappeler que sur l'océan Pacifique, ce sont les Français qui ont la meilleure note depuis toujours par rapport aux Britanniques et par rapport aux Américains, parce que nous ne sommes pas les seuls, hélas, à avoir fait des essais nucléaires. Donc vous savez que l'État français a bien assuré la dénucléarisation. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de serpent de mer. Est-ce qu'on assume la santé publique? Là, il semble que Christian Estrosi a même installé un centre médical. C'est un débat de fond sur zone, et on ne s'en sortira qu'en faisant la transparence. Mais au-delà de ça, quand le secrétaire d'État ou le ministre dit ça, moi j'ai envie de dire, écoutez, quand on connaît l'outre-mer, il y a des exactions énormes de la part des classes dirigeantes, plus ou moins normalement élues sur place, où l'État et la justice française n'a pas fait son travail depuis des années, notamment en Polynésie. Donc il faut s'occuper du nucléaire, bien sûr, mais il faut aussi être capable que l'État soit neutre, parce que c'est son rôle dans le cas d'États dans le cas de territoires qui sont quasiment indépendants maintenant, et qu'il soit capable d'assumer les grandes valeurs de la République. Et là, si vous voulez, que ce soit en Polynésie, que ce fut autrefois le cas en Nouvelle-Calédonie, et c'est pas le cas. Donc j'ai envie de dire au ministre, très bien pour le nucléaire, au contraire, mais que l'État assume ses fonctions, pour la justice notamment, parce que c'est 2 poids 2 mesures, et quand vous êtes polynésien ou calédonien, vous vous apercevez que selon l'endroit où vous avez à la société, les inégalités sont 10 fois plus fortes qu'en métropole. Et c'est là où ça va pas. Si on veut que la France soit respectée, il faut qu'elle soit aussi capable de respecter ses grandes valeurs sur place. Et j'ajoute, pour connaître bien le Pacifique, nous avons à avoir une université dans le Pacifique qui soit capable de bien plus grande, bien plus forte pour former des élites, parce que les élites du Pacifique, en matière de diversité culturelle, c'est fondamental. Il y a Wallis, il y a la Nouvelle-Calédonie et il y a la Polynésie. Et si vous voulez, l'Hexagone ne s'intéresse pas assez à l'importance de ces civilisations, je prends le mot au sens propre, de ces petits territoires où vous avez une grandeur de l'humanité qui est extraordinaire. Et c'est une chance pour la France. Et je ne comprends même pas que la France n'ait pas conscience de cette responsabilité historique. Éric Zemmour, une chance ou un poids, l'outre-mer? En quelques mots, pour finir l'émission. C'est une question de fond. Oui, On y reviendra. Non, mais je crois que c'est une. Moi, je pense que c'est une chance. Je pense simplement que, je répète mon raisonnement, dans la mondialisation, il y a un vrai problème économique, et je ne sais pas comment on le traite. Oui, mais l'Europe donne beaucoup d'argent. On n'a pas le temps d'en parler. Au travers 3 programmes économiques, l'Europe donne énormément d'argent aux outre-mer. Et on a fini l'émission, mais ça montre qu'il faudra y revenir, qu'il y a un vrai débat. Alors, juste pour embêter Éric Zemmour, je vous dis Tchaberet Pomoli en créole antillais. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.